Il joue un rôle crucial dans la société, celui de diagnostiquer, traiter et prévenir les pathologies. Médecins généralistes, spécialistes chirurgiens, puisque c'est d'eux qui les questions ont fait le serment de fournir des soins de qualité à la population avec compassion et respect. Au Burkina, ils sont plus de 700 CVDP de la santé qui veillent au quotidien sur notre bien-être. Dans ce numéro de votre émission Semence Santé, nous intéressons à la formation et à l'insertion sociale du médecin burkinabé. Pour en parler, nous avons sur notre plateau Dr Fahima Traoré. Vous êtes dermatologue et par ailleurs président du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouaïguia. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Également sur notre plateau, Dr Boukari Kabré. Vous êtes chirurgien urologue. Vous êtes également le président du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Fada. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour également. Toujours sur notre plateau, nous avons Dr Cheikh Daou. Vous êtes médecin légiste, président du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouaga. Bonjour docteur. Bonjour. Déjà, c'est quoi un médecin légiste? Parce que ça ne court pas les rues. Alors, il faut dire qu'un médecin légiste est un médecin qui se retrouve à la frontière entre le domaine de la santé et le domaine du droit. Voilà, il s'agit d'un décrypteur de la vérité par la science. Lorsqu'on prend les différentes procédures, que ce soit le juge, que ce soit l'avocat ou les OPJ, aucun d'entre eux, en cas de procédure judiciaire qui concerne un patient ou un médecin, n'a pratiqué en fait la santé. Donc, ces derniers auront recours à un expert qui relève du domaine de la santé justement, pour les apporter des éléments de réponse. Voilà. Et il y a différents types la médecine légale est divisée en plusieurs parties. Il y a la médecine légale du vivant. Il s'agit de tout ce que nous devons mettre en œuvre pour protéger le droit du patient. Et là, nous allons voir qu'il y a la médecine légale carcérale, c'est-à-dire le droit du prisonnier, parce qu'un détenu, un prisonnier a également un droit. Également le droit des patients qui sont victimes d'abus sexuels, de violences, et même les droits des patients qui souffrent de troubles mentaux. Donc il s'agit des éléments, entre autres, de la médecine légale du vivant. Il y a également la médecine légale de celui qui est décédé, que n'importe quel citoyen connaît au nom du médecin légiste. Voilà, là, nous allons rapidement parler de l'autopsie. Voilà, c'est dans ça on connaît le médecin légiste. Voilà, c'est dans ça qu'on reconnaît le médecin légiste. Et l'autopsie n'est qu'une branche de la médecine légale, parce que la médecine légale est très vaste. Ok, peut-être qu'on va animer une émission pour revenir de long en large. Voilà, et enfin la troisième partie, il s'agit de l'éthique et de la déontologie médicale. Et c'est dans ce sens que nos maîtres disent que le médecin légiste est le juge du médecin et l'avocat du juge. Ouais. Donc ça serait intéressant pour quand même le thème d'une émission. Hein. Tout à fait, voilà. C'est passionnant. L'urologie, c'est quoi? Est-ce que ça concerne uniquement tout l'appareil génital de l'homme ou bien ça va au-delà? Alors l'urologie, merci. L'urologie, c'est bien évidemment l'appareil génital de l'homme, si vous voulez, c'est comme les gynécologues des hommes. Et c'est également l'appareil urinaire. Et l'appareil urinaire, là, ça regroupe et la femme et l'homme. Donc les deux sexes. Donc c'est pas uniquement dédié... Pour les femmes, ce n'est pas uniquement dédié aux gynécologues. Hein. Ah non, non, non. L'appareil, pour ce qui concerne l'appareil urinaire, le spécialiste de ça, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, c'est l'urologue. Si une femme a des soucis avec son appareil urinaire, qu'il s'agit d'un calcul urinaire ou d'une tumeur qui est sur l'appareil urinaire, c'est le spécialiste d'organes, c'est l'urologue. Voilà. Les dermatos, c'est la peau, c'est tout ce qui est esthétique. Oui, l'esthétique fait partie, mais c'est surtout l'aspect maladie. Nous nous occupons des maladies de la peau dans son ensemble, des cheveux, des ongles et des muqueuses. Les muqueuses entendent la bouche, un peu l'appareil génital et également des infections sexuellement transmissibles. Mais en situation de maladie, mais il va sans dire également en situation d'absence de maladie, nous proposons des solutions pour embellir et entretenir la peau. Ok, ça c'était pour planter le décor. On va maintenant dans le fond de notre émission.
voilà, qui porte sur la formation et l'insertion professionnelle des médecins. D'abord, qui est médecin et qui ne l'est pas? Docteur Daou. À cette question, la réponse est aussi simple. Celui qui est médecin est celui qui a effectué un parcours académique sanctionné par un doctorat d'État en médecine. Alors, il y a celui qui est médecin, il y a celui qui est habilité à exercer la médecine. Est-ce qu'on peut être médecin et ne pas être habilité à exercer? Absolument. Et comment? Pourquoi? Parce que d'abord, lorsqu'on est médecin, pour être habilité à exercer, il faut d'abord s'inscrire à son ordre professionnel. Il s'agit de l'ordre national des médecins. Si on est burkinabé, c'est naturellement l'ordre national des médecins du Burkina, béninois, ainsi de suite. Mais c'est obligatoire, cette inscription est obligatoire pour avoir l'autorisation d'exercer la profession médicale. Docteur Cabré, est-ce que tous les médecins qui exercent au Burkina sont inscrits dans les tableaux de l'ordre des médecins ou il y a d'autres qui viennent à l'encontre de ces principes-là? Alors malheureusement, le constat est que ce ne sont pas tous les médecins qui sont en exercice et qui sont en réalité dans la légalité. Et une de nos missions en tant qu'ordre des médecins, justement, c'est d'interpeller ces derniers-là. Parce que ne pas être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et pratiquer la médecine, ça s'appelle pratique illégale de la profession de médecin. Et nous, au quotidien, c'est ce que nous avons comme une de nos missions, pour interpeller les uns et les autres afin qu'ils comprennent que avoir le diplôme seul ne suffit pas. Derrière, l'autorité a donné compétence à un ordre professionnel donné pour donner autorisation d'exercer. Et ce n'est que cette autorisation qui te donne le droit de pouvoir exercer sur le territoire. Donc c'est vraiment toujours rappeler et interpeller tous ceux qui ne sont pas inscrits de pouvoir le faire parce que l'inscription en réalité est annuelle. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un numéro matricule, mais derrière il s'agit chaque année de repasser pour que l'ordre professionnel concerné, notamment l'ordre des médecins, puisse voir est-ce que tu es toujours dans les conditions que requiert la loi pour pouvoir exercer la médecine au Burkina Faso. Quels sont les avantages liés à l'inscription au tableau de l'ordre des médecins? Merci. Je pense que le premier avantage déjà, c'est le fait qu'on a le droit d'exercer. C'est vraiment ça. Le deuxième avantage, c'est que on appartient à une structure qui certifie votre pratique. Parce que la structure régule, la structure vous donne un document qui atteste que vous avez compétence à exercer. Donc je pense que c'est véritablement le gros avantage en s'inscrivant. Ok. Docteur Daou, docteur Cabré disait tantôt que malheureusement il y a des situations où on rencontre des médecins qui ne sont pas inscrits dans le tableau de l'ordre des médecins et qui exercent. En pareille situation, en tant que médecin légiste, quelles sont les sanctions auxquelles ils s'exposent, ces personnes? Oui, là il s'agit purement et simplement d'un cas d'exercice illégal de la médecine. Et même si tu as le doctorat d'État en médecine, mais du fait que tu ne sois pas inscrit, la loi est claire. Tu es sanctionné au même titre que les charlatans ou tout autre individu qui se réclame de la profession médicale sans pour autant être inscrit à l'ordre des médecins. Voilà. Et c'est puni par la loi et les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Voilà. Et surtout en cas de récidive. Docteur, est-ce qu'il y a, à part ces personnes qui décident, on voit beaucoup de vendeurs d'illusions sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les rues, voilà, qui se réclament être des médecins. Alors, qu'est-ce que l'ordre fait de façon générale pour pouvoir extirper ces vendeurs d'illusions à son sein? Déjà, il faut dire que cette émission va permettre à ce que les gens puissent se rendre compte de qu'est-ce qui est véritablement un médecin. Deuxièmement, c'est de comprendre que ces gens, en dermato, nous en rencontrons. On pense que nous sommes la spécialité où il y a beaucoup plus de vendeurs d'illusions. Il faut dire que nous les observons et que nous prenons acte de ce qu'ils font et nous rendons compte au niveau de l'ordre et des procédures sont en cours contre eux. Ça, c'est un fait. Par rapport à la population, c'est de comprendre qu'il y a des structures de santé habilitées au niveau du Burkina.
Si vous avez un problème de santé, la moindre des choses, c'est de vous rendre dans une structure de santé, que ce soit un CSPS, que ce soit un CMA. De cette structure de santé de base, vous serez référé à la personne compétente pour la suite de la prise en charge. Mais suivre les réseaux sociaux et finalement se rendre compte qu'on a été flatté, malheureusement c'est courant. C'est courant, nous interpellons la population. L'ordre seul ne peut pas. Ne peut pas battre, ne peut pas lutter contre ces phénomènes-là. Donc nous invitons la population à rester vigilante. Pour toute publicité qui se voit sur la télé et dans les réseaux sociaux, venez à la source pour vous rassurer. Mais ces fauteurs seront poursuivis et l'ordre va les convoquer là où ils doivent être, notamment au niveau de la justice. Docteur Cabré, souvent c'est difficile d'identifier ces personnes-là. En tant que patient, en tant que citoyen, comment faire pour identifier le vrai du faux? C'est vrai qu'en tout cas, il faut aussi le rappeler, au niveau du Burkina, il y a la médecine traditionnelle qui est reconnue comme un des troisièmes pieds de notre système de santé, aux côtés de la médecine moderne, on va dire ça comme ça, que nous pratiquons, et aussi aux côtés de la médecine exercée dans le privé. Donc c'est le trépied de notre système de santé. Seulement, cette médecine traditionnelle est bien réglementée au niveau du ministère de la Santé et ils sont supposés avoir des agréments. Malheureusement, pour un bon nombre, ils n'ont même pas du tout d'agrément et même cet agrément est souvent donné pour une période donnée, d'autres ne partent pas renouveler et ce qu'il faut rappeler derrière, c'est que vraiment la publicité en matière de santé en particulier, c'est aussi réglementé par le Conseil supérieur de la communication et donc souvent ils font de la publicité et ça aussi c'est interdit et parfois nous le faisons en collaboration avec le CSC pour que ces derniers comprennent que c'est pas comme ça que ça doit se faire. Et donc, c'est vrai, ils font souvent des gaffes. En particulier, ils déroutent la population qui va souvent les suivre. Derrière aussi, les populations aussi nous reprochent le fait que nous aussi on communique peu, on n'occupe pas l'espace et donc ça fait que ce sont ces derniers qui sont sur les réseaux et ce n'est que ce qu'on les offre à l'arrivée, c'est ce qui les pousse à finalement rentrer dans ça. Donc c'est effectivement le moment aussi d'interpeller nous aussi les agents de santé à de plus en plus occuper les espaces, y compris les médias, pour communiquer sainement, pour que les gens comprennent, élever davantage le niveau de conscience de la population. Quand cette dernière va comprendre le vrai du faux, bien évidemment, elle va aller vers ce qui est vrai, vers ce qui est reconnu par la science et par la communauté. Donc, c'est tout ce que nous essayons de faire pour la population. Ma question est qu'un patient qui est devant un agent de santé, comment il arrive à identifier que cette personne n'est pas reconnue par l'ordre? Oui. Voilà. Souvent, c'est compliqué. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et également, par exemple, au niveau de l'ordre, nous travaillons avec ça fait partie des éléments de qualité dans un service. Ça veut dire que, par exemple, le port des badges, les agents de santé doivent avoir les badges qu'ils portent. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation où il y a les numéros d'inscription à l'ordre, etc., qui montrent qu'il est agréé, il est reconnu par son ordre professionnel. Voilà. Mais derrière ça, bon, c'est pas toujours le cas dans beaucoup de, mais sinon ça fait partie des éléments de qualité comme je dis. Mais comme je le dis, le patient aussi c'est son droit. Il peut demander, monsieur, est-ce que vous êtes inscrit? Voilà, parce que normalement dans les hôpitaux même ils doivent lister les médecins qui exercent dans leur hôpital, la liste. Ceux qui sont inscrits dans le voilà. tableau de l'ordre. Et donc le patient il a le droit de consulter cette liste-là et de se rendre compte que j'ai affaire à un médecin qui est régulièrement inscrit ou en tout cas un médecin pour qui je ne pourrais pas le consulter parce que voilà. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Okay. Voilà. Oui, docteur Daou. Alors, il faut dire que pour reconnaître si un agent est habilité à exercer la profession médicale, c'est pas compliqué. C'est de consulter le tableau de l'ordre des médecins. Et c'est toujours disponible dans les centres de santé. Ce tableau est rendu public. Et mieux aujourd'hui, avec l'économie numérique, on se retrouve avec des tableaux sur les différentes plateformes, ça peut être WhatsApp et tout. En tout cas, nous invitons la population vraiment à s'approprier ce tableau et à vérifier justement et si possible alerter au cas où ils découvriront que l'agent de santé qui se trouve en face d'eux fait ce qu'on appelle une usurpation de titre. Voilà. Docteur, maintenant nous sommes à vous, docteur Fahima Traoré. Voilà. Qu'est-ce faut-il faire pour devenir médecin? Quel est le parcours de spécialisation en médecine?
pour être médecin au Burkina, d'abord il faut faire une série scientifique, que ce soit la série 2 ou la série C. Au secondaire, hein? Oui, au secondaire, bien entendu. Voilà, vous avez une moyenne qui, selon les critères de l'année, parce que ça dépend des meilleures notes au bac, généralement c'est autour de 13 de moyenne. Vous êtes orienté selon votre choix en médecine, que ce soit dans une des universités publiques ou dans une des universités privées. Les universités publiques, il y en a Bobo, l'université de Bobo, l'université de Waïgouya, l'université de Fada et enfin l'université Joseph Kizerbo qui est la première université de formation en médecine. Donc commencez la première année, au bout de 7 ans normalement, vous êtes en année d'internat, donc vous finissez les 7 ans et vous soutenez généralement en fin 7e, fin 8e année de médecine. Et vous avez votre doctorat. Avec le doctorat, vous intégrez généralement soit le privé en tant que médecin généraliste ou pour aller dans le privé en tant que médecin généraliste, intégrer l'État en tant que médecin généraliste ou poursuivre directement votre spécialisation. Une fois que vous faites l'option du médecin généraliste, vous faites 3 ans sur le terrain et vous revenez par voie de concours pour faire la spécialisation. Ça, c'est ce qui existait avant. C'était le parcours avant. Actuellement, il y a un autre parcours qui a été proposé qui fait que dès la 6e année, une fois que vous validez la 6e année, vous faites un concours qu'on appelle l'examen classant national qui vous autorise à débuter une spécialisation. Ça, c'est ce qui vient d'être tracé comme voie de spécialisation actuellement en médecine. Okay. Donc, docteur Daoud, donc, après les 7 ans ou 7-8 ans à l'université, l'étudiant peut commencer à exercer en tant que médecin plein. Il a tous les bagages nécessaires pour commencer à apporter son savoir pour la prise en charge des patients. Oui, absolument. Au moins, avec un grade de médecin généraliste. Voilà, il est un médecin habilité. généraliste, c'est un médecin qui peut consulter toutes les pathologies. Oui, toutes les pathologies. Cependant, le code de déontologie également intervient. Voilà. Aucun médecin ne doit traiter une pathologie qui dépasse ses compétences. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un patient, il n'y a pas véritablement de limite. Cependant, si vous avez en face de vous un patient qui souffre d'une pathologie dont vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas prendre en charge, il faudra songer justement à le référer vers un spécialiste. Parce qu'on dit également que la référence est également une prise en charge. Donc, le généraliste, il fait ce qu'il peut faire. S'il est limité, il réfère le patient au spécialiste, c'est ça? Au spécialiste. Ok. Et le généraliste également est la porte d'entrée. C'est vrai que certains patients vont directement voir le spécialiste. Est-ce que c'est pas normal dans l'organisation des choses? C'est pas totalement normal, je dirais. Mais c'est pas interdit. Là, c'est pas interdit. C'est pas interdit parce que le patient est libre d'aller où il veut. Dans tous les cas, lorsqu'il va vers le spécialiste, ce spécialiste également peut le référer vers un autre médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, en fonction de ce qu'il retrouvera comme signe chez le patient. Ok. Docteur Cabré, quelles sont les différentes branches de la médecine? Wow, ça c'est une grosse question parce qu'on a beaucoup de branches en médecine. On va peut-être regrouper. Peut-être les principales. Là, il y a des branches, on va dire médicales, des spécialités, on va dire médicales. Il y a des spécialités qu'on va dire chirurgicales. Ça veut dire qu'il y a des spécialités. Il y a aussi, en dehors des spécialités médicales comme chirurgicales, il y a aussi ce qu'on appelle les sciences fondamentales. Okay. Ça veut dire que le médecin, au-delà de sa formation de médecin généraliste ou de ses 7 années, 8 années, il peut se spécialiser dans une science fondamentale. Il peut se spécialiser en physiologie, en embryologie, en anatomie, qui sont des sciences fondamentales. Ce ne sont pas des sciences qu'il va utiliser, par exemple, pour des soins. Et maintenant, pour ceux qui vont aller dans les sciences cliniques ou des domaines cliniques, là, c'est là que je parlais des spécialités médicales et chirurgicales. Voilà. Par exemple, la dermatologie, c'est une spécialité médicale où l'essentiel des soins, ça va se résumer à des prescriptions ou en tout cas des petits soins locaux. Alors que les spécialités chirurgicales veut dire que pour l'essentiel des soins, ça va passer par de la chirurgie.
Et bien sûr, avant d'aller aux soins, il faut le diagnostic. Donc, ils font des diagnostics, ils consultent également, mais ils font des opérations. Donc, il y a les gynécologues qui vont faire des opérations, les médecins ORL font des opérations sur l'appareil, voilà, sur les oreilles, sur le larynx, etc. L'urologie, ils vont faire des interventions chirurgicales sur l'appareil urinaire, comme la greffe rénale, la transplantation rénale. C'est de la chirurgie. Il y a la chirurgie cardiaque, il y a la chirurgie hépatobiliaire qui concerne les voies, le foie et les voies afférentes. Il y a la chirurgie des intestins, etc., etc. Donc il y a plusieurs spécialités en fonction, et donc c'est ce qu'on appelle les spécialités d'organes. Donc ceux qui vont opérer ou ne faire que des interventions sur le cœur, sur les poumons, sur l'appareil urinaire, sur l'appareil génital, sur l'appareil digestif, etc. Et ceux aussi qui savent presque tout, en tout cas pour ce qui concerne les prescriptions qu'il faut pour traiter une maladie du cœur, comme les cardiologues. Ce sont des prescriptions essentiellement. Bien évidemment, pour certaines spécialités, au-delà des prescriptions, ils font ce qu'on appelle de l'interventionnel, des actes qui permettent de peaufiner le diagnostic. Par exemple, le pneumologue, c'est une spécialité de médecine, mais ils font ce qu'on appelle des endoscopies bronchiques pour souvent aller jusque dans les bronches pour voir est-ce qu'il n'y a pas de soucis à l'intérieur. Le gastro-entérologue, il va faire des endoscopies aussi de l'appareil digestif pour aller voir s'il n'y a pas de soucis. Le cardiologue aussi peut faire ce qu'on appelle de la cardiologie interventionnelle, où souvent ils font certains actes qui se posent au bloc opératoire, etc. Donc il y a plusieurs spécialités. Donc, depuis les sciences fondamentales aux sciences cliniques. Et dans les sciences cliniques, on a des spécialités essentiellement médicales et des spécialités essentiellement chirurgicales. Est-ce qu'au Burkina, il y a une spécialisation qui est un peu compliquée, un peu difficile? Oui, docteur Traoré. Oui. Peut-être que je vais subdiviser un peu autrement. Il y a ce que la population générale connaît, les médecins contrôlent dans les hôpitaux. Ce que généralement les gens appellent médecins. Mais il y a une grande partie de ceux qui font des études de médecine, mais qu'on ne trouve pas dans les hôpitaux, qui font autre chose qui est très importante pour la santé, mais qui ne sont pas dans les hôpitaux. La recherche. Qui font la recherche, qui font l'économie de la santé, qui font de la planification, qui font des politiques sanitaires, qui font des mathématiques, ce qu'on appelle les biostaticiens, les épidémiologistes, que vous n'allez pas voir en blouse, vous n'allez pas trouver dans les hôpitaux, mais qui travaillent de façon soutenue, qui ont un apport considérable dans les systèmes de santé, mais que les gens ne connaissent pas. Voilà. Pour la population générale, quand vous êtes en fac de médecine, vous vous retrouvez purement à l'hôpital. Non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez finir la médecine. Durant les 7 ans, vous serez obligé d'être au contact direct avec les patients, mais dès que vous avez votre diplôme à main, si vous avez toujours rêvé d'être informaticien, partez faire informatique en lien avec la santé. Vous avez toujours aimé l'économie, vous partez faire l'économie, mais en lien avec la santé. C'est ce que vous voulez ajouter à ces subdivisions qu'il y a. Mais ils ont tout de la santé quand même. Ils ont tout de la santé. Ils font les mêmes formations. Absolument. Et maintenant, c'est au niveau de la spécialisation que... Ils font une autre spécialisation, vous n'allez pas les voir en blouse. Effectivement, ok. Oui, docteur, le médecin légiste. Alors, il y a également une grosse partie, justement, qui sont en blouse, mais qu'on ne voit pas, et qui jouent un rôle fondamental. Okay. Et ce rôle fondamental, là, c'est ce qui amène justement ce que nous voyons, c'est-à-dire les cardiologues, les gynécologues, les urologues, à poser de bons diagnostics pour prendre en charge les patients. Donc, je m'en vais citer les médecins anatomo-pathologistes qui, sans eux, on ne peut pas parler de cancer avec certitude. Il y a également les médecins spécialistes en histo-embryologie qui jouent un rôle fondamental également. Nous entendons souvent parler des tests de paternité. Voilà un des qualités, des qualifications, un des rôles majeurs de ces médecins. Et enfin, les médecins spécialistes en biologie médicale. Et quand on dit biologie médicale, aujourd'hui encore, on ne peut pas aller voir un médecin sans qu'il fasse sortir son bulletin et demander des examens. Alors sachez qu'au niveau du laboratoire, il faut un médecin qualifié ou un pharmacien qualifié justement qui va valider, qui va donner justement la véracité des résultats de cet examen. Donc ce sont des gens qu'on ne voit pas, au moins pour la plupart des citoyens, mais qui jouent un rôle majeur dans la prise en charge de nos patients. Okay.
Voilà. Docteur Cabré, quelle est la qualité de la formation que les médecins du Burkinabé reçoivent actuellement? Est-ce que c'est une formation de qualité? Alors, il faut dire qu'en tout cas, pour ce qui concerne la formation de base en médecine générale, donc, comme Dr Traoré l'a dit, il y a des différentes facultés de médecine où ils reçoivent les fondamentaux qui vont avec. Maintenant, il faut dire que souvent, avec les effectifs qui sont un peu pléthoriques, de plus en plus, cette formation, parce que dans cette formation de base, au-delà de la théorie, ils doivent faire des stages. Donc, parfois, les stages pratiques, les effectifs sont devenus de plus en plus nombreux, de sorte que pour un bon nombre, souvent, on constate que il y a parfois quelques lacunes. C'est pour cela que derrière ça, souvent, au niveau de l'ordre, nous prenons la formation continue. Au-delà d'avoir les rudiments de base, le médecin ne doit pas faire toute une année sans avoir une sorte de recyclage, parce que la science évolue, les fondamentaux, ça évolue, et nous avons affaire à des hommes, que nous soyons, c'est un peu différent, c'est un métier particulier, de sorte qu'on doit se mettre à jour, on doit se recycler quotidiennement, afin de faire face aux différentes préoccupations des patients. Donc, sinon, globalement, côté sciences fondamentales, c'est ce qu'on a dit, après les 7-8 années, ils sont globalement, ils ont les rudiments outillés pour ça. Voilà. Mais derrière, il y a parfois quelques lacunes et chacun, à son niveau, peut faire son introspection pour savoir ce qui lui manque pour faire des formations complémentaires derrière, pour pouvoir être au top. Mais derrière cette formation générale, pour la spécialisation également, ces spécialités également existent au Burkina Faso pour la plupart. Un bon nombre aussi, c'est souvent à l'extérieur du pays que les gens partent faire la formation. Mais globalement, je pense que, en tout cas, on a une formation de qualité. Voilà. Une formation de qualité, mais docteur Traoré, il y a beaucoup de reproches qui sont faits actuellement au niveau de certains, vos cadets. Et souvent, on arrive à l'hôpital, c'est pas du tout simple. Et même pendant les stages dans les hôpitaux, on voit une colonne d'étudiants qui sont arrêtés. On se demande même ce que le professeur ou l'enseignant devant est en train de dire. Est-ce qu'il y a certains qui arrivent à écouter alors que c'est la phase pratique? Est-ce que ça ne pose pas réellement un véritable problème dans la formation des étudiants en médecine, qui est un domaine très très sensible? Oui, je pense que cette question doit nous intéresser tous en tant que soignants, enseignants, mais en tant que citoyens de ces pays, qui fait que la formation, le médecin, il sort d'emblée professionnel. Il sort d'emblée professionnel, ça veut dire une fois qu'il finit sa formation, c'est pas exactement comme les autres formations qui se font à l'université où il faut faire un concours professionnel, ensuite aller dans une école pour se former. Mais là, vous sortez d'emblée compétent. Donc, c'est l'occasion de saluer véritablement la résilience des formateurs sur le terrain, que ce soit les hospitaliers universitaires, c'est-à-dire les enseignants, médecins qui y sont, tout comme les praticiens, c'est-à-dire les spécialistes et les généralistes qui sont, et le personnel infirmier qui se trouve dans les hôpitaux, qui font tout ce qui est à leur disposition pour que ces jeunes qui sortent là puissent avoir un savoir-faire vrai. Donc les effectifs, il est évident que une fois que vous avez beaucoup d'effectifs, il faut avoir une stratégie pédagogique qui puisse permettre des acquisitions de savoir. Et donc ces stratégies, nous essayons progressivement de les développer. Où il y a des outils il y a des compétences qu'on peut acquérir directement sur le lit du patient, mais il y a des compétences qu'on peut avoir par auto-formation. Si vous rentrez sur les réseaux sociaux, YouTube ou encore les données de formation pédagogique que les universités mettent sur des plateformes, on peut avoir accès à ces formations. Mais grosso modo, et comme Dr Cabré l'a dit, nous rattrapons les retards des incompétences de la 2e jusqu'à la 8e année. Avant qu'on vous délivre votre diplôme, on s'assure par les évaluations que vous avez une compétence pour pouvoir servir la population. Au moins le corps enseignant s'assure de ça. Donc on peut rassurer la population que toute personne ayant les diplômes sur le terrain a les compétences requises pour assurer leurs problèmes. Maintenant, c'est souvent les demandes des patients qui sont disproportionnées par rapport à la formation que nous donnons. Vous voyez, les motifs de consultation, c'est vrai qu'il y a la maladie, mais il y a surtout la forte demande d'écoute.
qui fait que les gens remplissent nos hôpitaux. Et dans l'urgence, quand on est concentré sur la maladie, on peut négliger un peu l'accueil du patient, l'écoute forte qui est attendue. Au final, le rendu est que la maladie est connue, mais le malade n'est pas guéri, parce qu'on n'a pas réglé véritablement son problème. Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément d'information? L'autre élément, les gens se réfèrent généralement au centre universitaire. Le centre universitaire, c'est le 3e niveau de formation. Donc, normalement, on doit venir dans un centre universitaire un patient dont le problème n'a pas pu être réglé, ni au CSPS, ni au CIM. La personne se trouve dans un centre universitaire avec une équipe qui puisse se concentrer et examiner dans le fond le problème. Malheureusement, nos centres universitaires tendent à être des centres de premier niveau. C'est-à-dire toute personne qui s'élève avec n'importe quel problème vient directement dans les hôpitaux. Donc, ce qui fait que les cas plus compliqués, qui auraient nécessité plus de temps de concentration pour être examinés, malheureusement, il arrive que nous n'arrivions pas. Okay. Docteur Daou, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites au niveau de l'ordre là pour améliorer la qualité de formation des médecins burkinabés? Parce qu'il nous revient souvent même que quelques jeunes médecins stagiaires qui arrivent dans les hôpitaux, même pour prendre la voie venir, souvent c'est pas du tout simple. Oui, il faut dire que l'ordre, de par son rôle, attire de façon permanente l'attention des décideurs, des autorités, justement, sur la qualité de la formation. Nous avons eu pas mal d'échanges avec le ministère des Enseignements supérieurs, par exemple, sur les autorisations et le cahier de charge, justement, des établissements privés qui voudraient ouvrir des facultés de médecine. Est-ce qu'il y a des conditions à ce niveau? Oui, il y a des conditions à ce niveau et il faut dire également que pas plus tard qu'il y a 2 jours, le ministre des Enseignements secondaires a présenté le nouveau cahier de charges révisé et a présenté justement le résumé du contenu de ce cahier de charges. Voilà, où il s'agira ici de recruter de façon permanente. Voilà, recruter plutôt des enseignants permanents, de renforcer justement la capacité de nos plateaux techniques au niveau de nos hôpitaux et pourquoi pas construire aussi des hôpitaux privés pour ceux qui voudraient former les étudiants dans le privé. Okay. Docteur Cabré, quelles sont les qualités que doivent avoir les médecins? Bon, les qualités que doit avoir un bon médecin. Oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs qualités. Au-delà de la compétence que tu dois avoir, à mon sens, il y a vraiment l'empathie qu'il faut avoir. Parce que, comme Dr Traoré l'a dit, pour un bon nombre de patients, ce ne sont pas toujours les soins physiques qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'écoute. Et quand tu as de l'empathie pour un patient, tu vas lui donner le temps qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, contribuer. Parce que, comme on le dit, le médecin, c'est soulager. On n'est pas toujours là pour donner forcément, pour pouvoir en tout cas traiter, mais on soulage les peines. Et lorsqu'on a de l'empathie pour les patients, au-delà de nos compétences théoriques et pratiques, je pense que c'est vraiment important. Bien sûr, tout cela en respectant les règles éthiques et déontologiques. Voilà. On estime que les médecins burkinabés sont réellement inaccessibles. C'est compliqué, surtout les spécialistes. Pour les avoir, c'est compliqué, il faut passer des mois. Et quand on les a, ils n'ont pas assez de temps. C'est la consultation à la hâte souvent. Oui, je voulais d'abord revenir sur la question d'un étudiant de 7e année qui ne sait pas prendre l'attention. Je pense que cet exemple n'est vraiment pas à être cité. Parce que dans le système LMD, il y a un volume horaire pour l'enseignant et il y a un volume horaire pour l'apprenant. C'est vraiment un minimum basique. Pour un étudiant qui est en 2e année, déjà tout ce qui est prise de constante, on a la compétence de la 2e année. Et aucun étudiant ne devait être heureux de dire qu'il est en 7e année et qu'il ne sait pas prendre les constantes. C'est véritablement... Je me dirais peut-être que c'est quelqu'un qui a été forcé et qui a été mis en médecine et qui malheureusement est passé entre les mailles du filet. Donc ces examens sont très rares. Sont très rares en médecine.
Maintenant, quant à l'accessibilité des médecins dits spécialistes, c'est ce que je disais tantôt. L'accessibilité et la disponibilité. Et la disponibilité, bien. Je disais par exemple que les médecins spécialistes, on les trouve généralement dans les centres universitaires. Et le système est fait en sorte que c'est des cas importants qu'on trouve dans les centres universitaires. Les centres universitaires sont des centres de formation des apprenants que vous trouvez. C'est des centres de recherche et enfin, ce sont des centres qui offrent des soins. Si vous prenez un patient qui rentre dans une salle de consultation, dans la salle de consultation, vous avez des étudiants de 3e année, 4e année, 6e année, 7e année et des médecins en spécialisation. Et chaque grade doit apprendre sur le patient qui rentre en fonction des objectifs qui sont différents. Ça fait qu'un patient peut vous prendre au minimum 20 minutes dans la salle. Et donc, si nous voulons faire et les soins et la formation, il va sans dire que les temps d'attente dans les centres universitaires ne peut être que long. Donc, les gens font la confusion entre un centre universitaire et un dispensaire ou une clinique. Dans la clinique, le spécialiste, il est tout seul. Quand vous rentrez en 5 minutes, il connaît votre problème, il règle. Mais dans les centres universitaires, le rôle n'est pas, enfin, c'est pas qu'est-ce qu'il lui connaît. Non, est-ce qu'il arrive à faire apprendre à ses étudiants qui sont dans la salle avec lui. Ce qui fait que souvent, dans les centres universitaires, les temps d'attente peut être long. Comparaison n'est pas raison. Je pense que le Burkina, c'est le pays où il est beaucoup plus facile d'avoir accès à un médecin spécialiste. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, ils témoigneront que le Burkina, c'est le pays où vous avez facilement accès aux médecins spécialistes, à prix moins cher et avec une très grande disponibilité. Le problème réel, c'est que les gens ne viennent pas uniquement pour des soins physiques. Ils viennent pour des problèmes qui sont sociaux. Et ils cherchent une oreille attentive pour une écoute active qui puisse les permettre de soulager. Donc, c'est ces éléments qui font que souvent, on pense que le médecin spécialiste règle tout. Et dans tous ces systèmes, on a mis de côté le rôle fondamental qu'un médecin généraliste doit jouer. Les médecins généralistes que nous formons au Burkina ont une compétence tellement forte que 50% des problèmes qui arrivent sur les spécialistes, en réalité, relèvent de la compétence du médecin généraliste. Si on exploite judicieusement cette ressource, on verra que le médecin généraliste, spécialiste, va plus ou moins chômer. C'est ce que je voulais ajouter comme. Comment faire pour respecter cette organisation, pour que les malades n'arrivent pas à se ruer sur les grands centres de santé, au moins qu'ils passent par les CSPS, les centres médicaux avant d'arriver au CHU? Ici, on voudra surtout insister sur la communication. Voilà, parce que comme nous le disions tantôt, si j'ai un petit mal de l'œil, je me lève, mon œil ne se ferme pas bien, ça colle, il y a la production. Immédiatement, je cherche à voir un ophtalmologue. Ou bien je me lève, je suis enrhumé, je vais aller voir un spécialiste en ORL. J'ai mal au ventre, je vais aller voir un hépatogastro-entérologue. Vous voyez un peu? Et ça sature immédiatement justement l'offre de soins justement de ces spécialistes. Ce qui est conseillé, c'est d'abord de commencer par un médecin généraliste, voilà, qui est la porte d'entrée, qui va faire le tri. Et comme Dr Traoré l'a dit, les médecins généralistes peuvent prendre en charge plus de la moitié des pathologies courantes. Voilà. Et dès qu'ils sentent qu'ils sont débordés ou limités, ils peuvent maintenant transférer aux spécialistes. Donc c'est beaucoup plus une question de communication. Sinon cette organisation existe déjà et vous allez voir même que souvent on demande même d'aller débuter d'abord au niveau primaire, c'est-à-dire les CSPS, et si eux ils ne peuvent pas, ils vont référer vers les CMA, les hôpitaux du district, ensuite vers les CHU aux besoins. Okay. Voilà, donc nous allons entamer le deuxième volet de l'émission qui porte sur l'employabilité du médecin burkinabé. Alors, docteur Cabré, quelle lecture vous faites de l'employabilité des médecins burkinabés? Oui, c'est vrai que ça c'est également un sujet qui a été mis à discussion au cours des journées du médecin
de l'année passée, parce qu'effectivement, de plus en plus, on a des médecins qui sont au chômage, qui ont fini, qui ont le diplôme, et le grand employeur des médecins, c'est l'État. L'État aussi n'arrive pas à tous les absorber, et de sorte qu'un bon nombre aussi, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir s'installer d'emblée, parce que souvent ça demande des moyens qu'ils n'ont pas. Et pour aussi être employé dans le privé, de plus en plus, ce n'est pas toujours évident. Donc effectivement, c'est un goulot d'étranglement que l'ordre essaie de déboulonner à travers la formation de ces médecins pour les préparer à l'entrepreneuriat médical, parce que de plus en plus, on essaie de les outiller pour qu'ils comprennent que l'État a beau faire, il ne pourra pas tout employer. Et derrière, s'ils ont vraiment les compétences qu'il faut et qu'ils arrivent à s'installer dans le privé, également derrière, l'État aussi pourra les accompagner, pourra essayer de nous soulager par rapport à certaines taxes, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'installation en privé, c'est considéré comme une entreprise privée et vous relevez du ministère du Commerce avec des taxes qui vont avec, et ce n'est pas toujours évident lorsqu'on est en... Il n'y a pas des allègements, c'est En tout cas, pour ce que nous savons, il n'y a pas des allègements et ce n'est pas toujours évident. Et donc, nous continuons le plaidoyer pour que ces allègements soient au rendez-vous, afin que, quand il s'agit en tout cas de l'installation en privé, ça puisse porter. Ouais. Peut-être qu'avec ces allègements, ça va impacter même sur le coût de la prise en charge bien évidemment du patient. Oui, docteur. Également, il faut noter que même quand on prend la catégorie des médecins qui sont dans la fonction publique, ceux qui également sont dans le privé, il y a deux catégories. Il y a ceux qui exercent à leur propre compte dans le privé, qui ont leurs centres médicaux, leurs cliniques, leurs hôpitaux privés. Il y a également ceux-là qui travaillent dans le secteur privé, mais sous forme de contrat. Voilà. Et il faut dire que la plupart du temps, ce secteur rencontre des difficultés parce qu'il n'y a pas de, jusqu'ici, il n'y a pas de contrat suffisamment bien élaboré qui lie l'employeur à l'employé selon les recommandations du Code du travail burkinabé. Et dans ce sens aussi, ça amène justement cet emploi dans le secteur privé-là. Ça rend précaire en fait cet emploi dans le secteur privé. Ça n'amène pas forcément le médecin à vivre de son métier. Voilà. Donc à ce niveau aussi, nous en tant qu'ordre des médecins, nous avons justement songé à régulariser, c'est-à-dire travailler à mettre en place des contrats, que ce soit des contrats de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, des contrats de prestation et tout, justement, au nom de l'article 52 qui suggère que tout contrat du médecin doit passer d'abord par l'ordre des médecins, être validé par l'ordre des médecins avant d'entrer en jeu. Et là aussi, ça va nous permettre justement d'avoir un regard justement sur ce qui est fait dans ces différentes structures par nos confrères. Donc vous voulez dire qu'il y a des médecins qui travaillent dans les centres privés sans contrat? Oui. Est-ce qu'il y a des cas qui sont là? Il y a plusieurs cas de médecins qui travaillent dans les centres privés sans contrat. C'est vrai qu'il y a plusieurs centres privés déjà qui offrent des contrats de travail voilà, à des médecins. Il y en a plusieurs. Voilà. Et force est de reconnaître aussi qu'il y a plusieurs centres qui n'offrent pas de contrat. C'est-à-dire le médecin, il vient, il travaille et il repart sans trace, comme si de rien n'était. Et ça, c'est dangereux quand même. Voilà pourquoi nous travaillons justement à rendre ces contrats, à faire de ces contrats une réalité, justement pour aussi vérifier la qualité et tout ce que ce confrère réalise dans ces différentes structures, avoir un regard là-dessus. Et docteur Traoré? Oui, c'est la question de l'employabilité des médecins. Je pense que ça peut être résolu. C'est déjà pris en compte, le fait de transformer les dispensaires en centres médicaux et faire en sorte que la porte d'entrée du patient soit directement le médecin. Donc quand vous prenez une ville comme Ouara, avec autant de médecins, on ne peut pas concevoir qu'on ait encore des dispensaires, beaucoup de dispensaires qui font un travail formidable certes, mais et que la porte d'entrée dans ces dispensaires, il n'y a pas un médecin.
Le fait d'avoir un médecin dans ces dispensaires, ça transforme le CSPS en un centre médical, c'est ce qui est déjà en cours. Et on n'a pas forcément besoin qu'il y ait tout le nécessaire pour lui permettre de fonctionner. La formation de base qu'il reçoit lui permet de poser les diagnostics et de prendre en charge beaucoup de maladies. En plus de cela, je conseillerais aux jeunes médecins de ne pas considérer le doctorat en médecine comme une fin. C'est de considérer comme un parcours et à partir du doctorat en médecine, de faire d'autres options de formation additionnelles, de sorte à augmenter leur valeur sur le marché. Parce que les soins, de plus en plus avec l'intelligence artificielle et autres, nous nous rendrons compte que très rapidement, ce que nous avons fait, les patients pourront rester chez eux et avoir les mêmes soins. Et donc, c'est de prendre des doctorats en médecine, de s'inscrire encore dans d'autres filières pour augmenter leurs compétences sur le marché. Docteur Cabré, est-ce qu'un médecin au Burkina devrait chômer? Alors, c'est vrai que lorsqu'on va comparer le ratio voilà, de la santé, oui. On n'est pas arrivé. On est très loin du compte. Très loin, oui. Mais on voit qu'il y a beaucoup de jeunes médecins qui chôment. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Malheureusement, c'est la réalité. C'est comme on l'a dit, ça veut dire que l'État, c'est le gros employeur. Et lui aussi, il estime que, bon, voilà, il ne peut pas tous les employer. Et il faut dire qu'il faut saluer derrière ces dernières années, ces mesures qui ont permis d'augmenter le nombre de recrutements parce qu'avant, c'était pas ça. Mais de plus en plus, le nombre de médecins recrutés par la fonction publique est en train de s'augmenter. Sans quoi, comme on l'a dit, il y a plusieurs filières qui forment, que ce soit en privé comme en public. En public, on a 4 universités, en privé, on a 2 universités. Et tous ceux-là, quand ils sortent, ils comptent sur l'État pour intégrer, ou en tout cas pour avoir du travail. Donc derrière, c'est vraiment le privé aussi qui devrait être un peu fort pour pouvoir accompagner l'État dans le recrutement de ces médecins-là. Sinon, dans les faits, en tout cas, on le constate, un bon nombre sont au chômage parce qu'ils ont fait le concours, ils n'ont pas été retenus, ils doivent attendre l'année suivante. En attendant, ils clochardisent entre griffes dans les centres privés avec des gardes qui sont payés à des frais vraiment dérisoires. Et donc, souvent, certains nous viennent en retour. C'est pour cela que le docteur Daou a rappelé les contrats, parce que souvent, ces derniers, ils étaient sans contrat. Et là, quand on nous interpelle, nous aussi, on essaie, en tout cas avec notre casquette de l'ordre, de nous faire l'interface entre l'agent et la structure concernée afin qu'ils revoient, parce que malheureusement, ils ont souvent des diplômes, les compétences sont là, mais ils ne sont pas employés. Malheureusement. Le docteur Daou, on estime à combien le nombre d'étudiants ou de médecins qui sont sans emploi aujourd'hui? Parlant d'estimation, nous savons nous avons eu la journée des médecins l'année passée, où les chiffres qui ont été donnés, c'était qu'il y aura 1000 médecins au chômage chaque année. Chaque année, 1000 médecins au chômage. Au chômage, voilà. Et il faut aussi noter le plan 5 x 1000. Voilà, du ministère de la Santé, justement, qui pourra, même si ce n'est pas de régler de façon définitive cette question de chômage, va beaucoup apporter justement à l'employabilité des médecins. Donc ça serait un ouf de soulagement. Hein. Ouf de soulagement. Voilà. Donc il a parlé de 5 x 1000. Je crois qu'il y a des examens classants qui ont déjà débuté. Comment vous appréciez déjà l'organisation de ces examens? Les examens classants, disons que ces examens visent un objectif que nous soutenons, qui est de médicaliser les soins au Burkina. Faire en sorte que la porte d'entrée des patients soit directement un médecin. Et un schéma a été tracé qui est celui des examens classants nationaux, qui n'était pas prévu dans les systèmes et donc qui semble tout à fait nouveau chez tout le monde, tant au niveau de l'équipe pédagogique, l'équipe d'encadrement, ça semble tout à fait nouveau. Ce que nous pouvons dire, c'est que la chose étant là, maintenant, comment nous pouvons mettre ensemble nos intelligences pour que les produits qui vont sortir de ces systèmes-là soient les meilleurs produits possibles. Donc, il y a eu un engouement des étudiants
Et nous saluons cet engouement et nous trouvons que la population, autant que tout ce qui est autorité administrative, tout ce qui est hors des médecins, devront nous mettre ensemble de sorte que ces jeunes étudiants qui ont plein d'espoir puissent sortir au bout des 4-5 ans suffisamment compétents pour résoudre les problèmes au niveau de la population. Quant à l'organisation pratique, je pense que c'est quelque chose de nouveau dont nous allons tirer les leçons des quelques insuffisances qui sont apparues, de sorte que l'année prochaine et les années futures, qu'elles soient nettement meilleures par rapport à ce qu'il en est actuellement. Docteur Cabré, cette innovation, est-ce que ça avantage ou ça désavantage le médecin burkinabé? Alors, bon, bien évidemment, il y a des avantages. Mais comme le docteur l'a dit, c'est un peu nouveau, donc c'est sûr qu'il y a certaines incertitudes que certains vont garder. Mais sinon, déjà, ça veut dire que le médecin, contrairement à ce qui se passait avant, le médecin va sortir d'emblée spécialiste. Et même la médecine générale devient une spécialité. Ça veut dire que ça s'appellera médecine de la famille, médecin de santé communautaire. Voilà. Et donc, ça veut dire les médecins généralistes. Oui, c'est-à-dire après ta 6e année, médecin de santé communautaire. Voilà. Et donc, il va continuer sa spécialisation d'emblée pour sortir comme médecin de famille. Et ce sont ces derniers qui vont devenir comme les médecins généralistes de ce que nous on connaissait auparavant. D'autres vont faire des spécialités comme la dermatologie, la médecine légale, etc. Et donc, en 10 ans, d'emblée, tu sors spécialiste. Et maintenant, quelques inconvénients que moi je vois derrière, c'est le fait qu'après avoir réussi à ce concours, après avoir fini la formation, ce n'est pas une intégration d'emblée. Tu dois faire face à un concours. Voilà. Et ce concours également, ça veut dire que certains peuvent rester au carreau parce qu'ils peuvent ne pas avoir réussi à ce concours également d'intégration à la fonction publique. Voilà, et ces derniers vont devoir attendre l'année encore suivante pour réussir leurs chances d'intégration. Mais sans quoi, ça veut dire que c'est vraiment la chance d'avoir des produits finis dès les 10 ans. Parce qu'à partir de la 6e année, quand tu as validé ta 6e année, tu peux être candidat à cet examen classant national-là. Et donc, on aura des spécialistes tout fait en peu de temps. Donc, d'ici 5 ans, le nombre de spécialistes qu'on avait au Burkina va se multiplier. Et bien sûr, derrière ces derniers aussi vont faire seulement des sous-spécialités et ça va accroître le nombre de possibilités d'offres de soins au Burkina Faso. Et docteur Daou, par rapport à cette innovation? Oui, du moment où ici on voit beaucoup plus la médicalisation de notre système de santé. Voilà, c'est vraiment le gros avantage de cette nouvelle réforme. C'est-à-dire que le médecin, en tout cas, bientôt sera la porte d'entrée, voilà, de notre système de santé. Au moins c'est clair que actuellement dans les centres hospitaliers universitaires et certains centres et les centres régionaux, le médecin est la porte d'entrée et cette porte d'entrée va encore aller vers les structures primaires. Voilà, avec le nombre justement de médecins, le plan 5 x 1000, c'est vraiment le plus gros avantage qu'on a ici. Et ici, les limites sont les capacités d'accueil de nos centres de formation. Voilà. Et il va falloir justement travailler à les élargir de telle sorte que on ne puisse pas, en parenthèse, se marcher sur les pieds au niveau de ces centres de formation. Voilà. Je pense que le personnel déjà va avec le recrutement également des assistants. Maintenant, nous souhaitons véritablement que ces centres d'accueil soient suffisamment outillés. Docteur Traoré, de façon générale, quelle appréciation faites-vous des conditions de travail du médecin burkinabé? Je veux dire que les conditions du travail du médecin sont un peu difficiles, compte tenu non seulement de la formation qu'il a, qui est une formation de qualité, mais qui malheureusement il n'arrive pas à exploiter véritablement cette formation. C'est-à-dire tous les spécialistes que nous avons sur le terrain, quand vous les demandez, ils travaillent à moins de 10% de ce qu'ils savent réellement. En raison du plateau technique. En raison du plateau technique, en raison des moyens financiers des patients que nous avons. Vous posez les diagnostics, vous êtes prêt pour faire les traitements, le patient n'a pas les moyens.
Donc au final, quand on fait un petit exploit qui rentre normalement dans ce qu'un spécialiste sait faire, c'est présenté dans les médias comme étant un exploit. Or, si tout était réuni, c'est des situations qu'on devait voir couramment dans nos hôpitaux. Ok, docteur Cabré, par rapport à cette situation, est-ce que vous êtes bien loti, vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir exercer votre activité? C'est ce qu'on dit, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais on fait déjà avec ce qu'on a sur place. Par exemple, pour mon domaine, il y a ce qu'on appelle l'endoscopie urologique, où on doit opérer sans déchirer, sans qu'il laisse une plaie. Mais pour le moment, dans les régions, c'est pas totalement bien moulé. Et c'est à Ouagadougou qu'on a ces possibilités-là, alors que ça devrait être le cas dans toutes les régions, afin qu'on puisse opérer, sans déchirer. Docteur Daou, par rapport à la médecine légale, est-ce que là-bas on parle de plateau technique? Bien sûr qu'on parle de plateau technique pour ce qui concerne la médecine légale de ceux qui sont décédés. Voilà, parce qu'il faut dire qu'à l'échelle nationale, il n'y a qu'un seul centre à ce jour où on puisse réaliser des autopsies. Ok. Donc nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Merci à ces VDP de la santé qui ont voulu répondre favorablement à notre invitation. On rappelle que votre congrès c'est pour le 21, où vous allez revenir sur la formation et l'insertion professionnelle des médecins. Voilà, on vous souhaite un bon congrès. Donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de l'émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.